Non, ça, il faut dénoncer ça. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur STV. C'est Hebdo, édition du dimanche 25 octobre 2015. C'est lancé. Au menu de cette nouvelle édition, Kerawa, Maga, la région de l'extrême nord, était cette semaine encore sous le feu des projecteurs. Partant de Kerawa, une folle rumeur a secoué le Cameroun ce vendredi et faisait état de ce que des éléments de Boko Haram auraient implanté leur drapeau dans cette localité frontalière du Nigeria. Information très vite démentie par Issa Tiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement camerounais. Mais avant cet événement, Maga, dans le département du Mayo-Dana, était également à la une le mercredi 21 octobre 2015. Des affrontements entre militaires de la marine et population ont fait un mort tout en causant de nombreuses pertes matérielles. Les populations auraient été révoltées par les mesures sécuritaires beaucoup trop restrictives à leur goût. Également au menu, opération épervier, alors que le réaménagement ministériel du 2 octobre dernier a fait tomber des ministres dont les noms sont très souvent cités dans des scandales financiers. La presse, la nouvelle expression, pour ne pas citer le journal, annonce à la prison centrale de Kondengui le recensement et l'aménagement des cellules VIP. Les médias n'y sont pas allés de main morte, donnant même les noms des futurs potentiels occupants de ces cellules. Doit-on directement faire le lien? Les ex-ministres cités ont-ils effectivement des affaires qui les placent dans le collimateur ou dans les serres de l'épervier si vous préférez? En attendant, je vous présente le panel. Je commence par vous. Vous n'étiez pas là dimanche dernier, Denis Kwebo, bonjour. Bonjour Léla, je n'étais pas là mais je suis là maintenant. J'étais appelé au devoir syndical à l'international. Et donc je n'ai pas été censuré. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je tenais même d'abord à être là parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Je lis ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Ça commence à bien faire et il faut que, avec beaucoup de froideur, on essaye d'analyser ce qui est en train de se passer. Et comme tout le monde, vous avez certainement appris que Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois est le nouveau gouverneur de la région du littoral. Certainement, la façon dont il a géré les rebelles en provenance de la Centrafrique aura beaucoup pesé dans la balance pour que le chef de l'État lui renouvelle sa confiance. Sauf qu'il n'y a pas de rébellion à Douala. Donc, je crois que la nomination est un acte politique. On a nommé un administrateur à la place d'un autre qui a été remplacé. Je ne suis qu'un administré. Et je vais, en tant qu'individu, continuer d'être un citoyen qui respecte l'État, mais qui exige que l'État aussi respecte tous les droits. Je ne veux pas oublier de dire qu'il y a de cela quelques jours, j'ai appris par les réseaux sociaux également qu'il y a eu un acte inacceptable, la violation d'une salle de rédaction, l'enlèvement d'un journaliste sur un plateau de télévision. Et ma position personnelle, c'est que il faut que la presse regarde ça de près et qu'une position commune des journalistes et des patrons des médias soit adoptée. Merci Denis Kwebo. Alors juste à côté de vous, nous recevons Hervé Emmanuel Com, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Com et merci d'être avec nous. Bonjour alors, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs. Comment se passent les opérations de renouvellement des organes, des bureaux des organes de base? Oh, très bien, très bien. Vous savez que cette opération a plusieurs objectifs. Le premier objectif, d'abord, c'est que nous voulons nous compter et savoir combien nous sommes exactement. Deuxième objectif, qui n'est pas moins important, c'est que nous faisons œuvre de pionnier parce que nous faisons la démocratie à l'intérieur de notre parti. Donc nous apprenons à nos militants à exercer le pouvoir du suffrage universel. Et cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir la vraie carte politique de notre mouvement, de nous compter, de préparer nos militants aux exercices que la République nous impose régulièrement, à savoir les élections générales. Alors je le dis aussi pour m'amuser, pour dire que
au moment où nous travaillons pour mobiliser nos troupes, les autres dorment. Et quand on vient aux élections, ils commencent à contester les élections parce qu'ils veulent que les dormeurs gagnent. Ce n'est pas possible. Donc ça se passe très bien. Je suis à Douala 2e, où le président national et le secrétaire général m'ont envoyé. Je suis heureux d'être là-bas parce que c'est l'une des plus grandes sections du RDPC au Cameroun. Et ceux qui croyaient m'envoyer à l'enfer m'ont envoyé au paradis parce que je dis bonjour à tous les camarades de la 2e. Je suis fier d'être avec vous pour ce travail-là. Vraiment magnifique. Au président Relouanou, à la présidente Denise Fampou, au président Bessala et à tous les militants. Le RDPC est une famille extraordinaire. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est qu'on espère que les frustrations nées des élections législatives et municipales de 2013 ne vont plus refaire surface. Oh, c'est derrière nous parce qu'on prépare les prochaines élections. Bon, vous savez, là où il y a des hommes, il y a des ambitions. Le choc des ambitions fait en plus qu'on ne reste pas intact après des choix. Les choix ont été faits, on ne revient pas là-dessus. Certains ont été même sérieusement contestables. Mais maintenant, nous regardons vers l'avenir. Nous ne sommes pas un parti de rétroviseurs. Et je peux vous dire que la mobilisation est générale. Hier, j'ai tenu une réunion, rien que les responsables, on était près d'un millier de personnes, à Douala 2e. Hein. Donc, ce n'est pas du fictif. Ce sont des hommes et des femmes. Donc, il y a la vie dans le RDPC. Et je suis content d'être un des dirigeants de ce mouvement. Nous sommes également contents pour vous, M. Hervé Emmanuel Dencom. Et puis nous recevons un autre homme politique, Cyril Sambaka, alors vice-président de l'UDC. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. On n'a pas beaucoup entendu votre parti à la suite des bousculades du stade de la réunification à Bipinda. Bousculades qui ont d'ailleurs causé la mort d'une femme. Je dois dire que certaines choses qui apparaissent spéciales pour d'autres, et notamment au parti au pouvoir, pour nous, c'est une routine. Vous voyez, tous les événements qu'il y a ici, on prend position, on adresse des condoléances et on attire l'attention de ceux qui nous gouvernent. Voyez-vous, chaque fois qu'on a un parti qui fait quelque chose de normal, on le transforme en quelque chose d'extraordinaire. Mais nous, les renouvellements de nos bases, c'est une routine pour nous, n'est-ce pas? Non, non, écoutez, vous savez, vous avez été à Douala 2e, vous devez savoir que nous sommes solidement implantés là-bas et nous avons des conseils municipaux là-bas. Donc, en réalité, c'est une routine pour nous et je dois dire que tout ce qui touche les Camerounais nous touche. Et que ce soit les morts en Arabie Saoudite, partout où il y a un problème, on doit pouvoir prendre position, on le fait. Et on rend visite aussi. Donc, peut-être c'est pas médiatisé, mais en tant que parti politique, je crois qu'il ne faut pas trop se pencher sur ce qu'on dit à l'instant. L'essentiel, c'est de capitaliser et que le moment venu, quand on sera à l'heure des comptes, qu'on puisse montrer que l'UDC était bel et bien sur le terrain. Merci, Monsieur Cyril Sambaka. Et puis le dernier, mais pas des moindres, Alex Gustave Azebazé, journaliste également. J'imagine que vous suivez avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt l'actualité des Lions Indomptables, version CC Foot. Non, du tout. On a encore des Lions Indomptables. Version CC Foot. Non, version CC Foot. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour la finale. C'est aujourd'hui contre le Maroc. Ils se sont qualifiés hier face au Sénégal. Oui, c'est pas grave. Monsieur Alex Gustave Azebazé, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'ils s'étaient qualifiés, mais je ne sais pas spécialement ça. J'étais même pas informé à moins 3 jours de cet événement. J'ai reçu un mail un message de la déléguée régionale de la communication qui visiblement était impliquée dans l'organisation. Mais j'avais d'autres engagements auxquels je me suis tenu, parce que, voyez-vous, c'est pas 3 jours qu'un homme normal fait un programme de suivi des événements prévus de longue date. Merci, Monsieur Alex Gustave Azebazé. De toutes les façons, il y a un événement que je ne peux pas laisser passer, parce qu'il touche au cœur de la démocratie. L'enlèvement d'un journaliste sur un plateau de télévision. Je le dis avec force et fermeté. C'est un acte à condamner. Ce n'est pas acceptable. Même l'interpellation d'un journaliste ou de quelqu'un qui participe à une émission est à la lisière même d'une atteinte, un délit d'opinion. Et je pense que
Raymond Essogo, qui est le shérif et que nous adorons, va faire en sorte que ça ne soit pas répétitif. Parce que ce que j'ai appris de ce qui est arrivé à Smith est tout simplement inacceptable. Et je dis, vraiment, ça ne peut pas être une politique. En plus, vous entrez dans un studio de télévision, vous trouvez des gens paisiblement qui expriment les opinions. Quelle était l'urgence de l'enlever à ce moment-là? C'était pour l'empêcher de s'exprimer. Le Cameroun laisse la liberté d'expression aux gens, et surtout qu'on sait maintenant que c'était pour des événements qui ne concernaient pas notre pays, c'est-à-dire le commentaire sur un autre pays, le Congo. On a laissé un média longtemps craché sur la France. On n'est pas entré avec 20 policiers. Et moi, je le dis fermement, je m'adresse à ceux qui sont en charge de l'ordre public, de faire très attention, parce que là, on est sur la pente glissante. Je dois lui donner raison, parce que moi-même, j'étais sur ce plateau. C'est vrai que nous avons dit que nous n'allons pas continuer l'émission si on ne dénonçait pas ça, parce que c'était quand même trop gros. C'est vrai que j'ai envie de vous demander que s'est-il réellement passé. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que une escouade de policiers, conduits par le délégué lui-même, ils sont arrivés dans le studio, sont entrés dans le studio, et ils ont interrogé les panélistes. Qui est Smith? Smith était encore au maquillage. Dès qu'il est arrivé, il a dit, c'est moi Smith. Et ils l'ont embarqué sans avoir dit que ce monsieur était dangereux et que ce qui sortait de sa bouche était dangereux. Or, on était en train d'entrer dans un débat contradictoire où chacun devait s'exprimer. Et nous avons dit, voilà, si on peut déjà enlever des citoyens dans les studios de télévision, il vaut mieux que nous le dénoncions, sinon nous ne faisons pas l'émission. On est tombé d'accord et nous avons dénoncé cet acte. Et je pense, d'après les renseignements que j'ai, il ne devait pas parler. Et il a été gardé et il a regardé l'émission avec la police. Et à la fin de l'émission, on lui a dit, on ne vous a pas brutalisé, donc vous pouvez continuer votre route. C'est incroyable. Non, mais, sauf qu'on se rend compte de plus en plus que les opinions des Camerounais, y compris de ceux qui sont dans le secteur des médias, aussi entre un incident et l'autre. Nous avons toujours dit qu'il y a des positions de principe que les uns et les autres doivent défendre. Et c'est parce qu'il se trouve dans notre corporation des gens qui ne défendent toujours pas les principes que ça arrive. Donc, il y a eu une directive du ministère de la Communication qui disait les gens ne doivent plus parler des pays étrangers n'importe comment. Les gens sont tués quand le SNJC était en train de dénoncer cela. Donc, quand ça arrive ainsi, ce n'est pas une bonne chose. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que ceux qui pensent que de temps en temps, on peut jouer dans le camp de l'arbitre doivent se ressaisir et faire corps avec toute la profession pour défendre un métier. Donc, il ne faut pas que les positions vacillent entre un incident et l'autre. Il faut toujours, on a fermé des médias, on a mis des employés de la presse au chômage et il se trouvait des gens pour ne pas exprimer clairement des positions. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes en train d'aller vers le trou. Et il faut que cela s'arrête à temps. En ce qui nous concerne, nous, au syndicat national des journalistes du Cameroun, nous allons faire notre part pour que cela n'arrive pas ou alors pour, répliquer comme il se doit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais Alex Gustave. Je suis quand même très très mal à l'aise de... C'est bien que c'est Hervé, membre du comité central de RDPC, qui a ramené ce sujet sur le plateau. Moi, ceux qui suivent un peu les médias savent que dès le lendemain, j'ai tenu, alors que beaucoup de journalistes cherchaient encore à savoir s'il fallait dénoncer ou non, j'ai naturellement accepté d'aller exprimer d'abord l'émotion de l'ensemble des confrères. Le président du SNJC étant absent du Cameroun, j'ai dit sur le plateau où j'étais, je crois que c'était sur le plateau du journal parlé de radio et de télévision, de Equinox Télévision, que c'est un abus. C'est pas possible. Inacceptable. C'est une atteinte grave à la liberté d'expression en général, de la liberté de presse en particulier, de la liberté d'opinion qui fonde l'exercice démocratique dans toute société. Quand j'ai fini de dire ça, j'interpelle quand même les dirigeants du groupe Equinox. J'attends, en tant que quelqu'un qui les soutient dans tout ce qu'ils font, parce que c'est un groupe de presse, quelles que soient nos divergences, qui doit en premier porter les principes et la défense des droits, des droits à la fois de ses employés, en tant que personne morale, et ensuite des personnes qui acceptent de venir contribuer sur ces plateaux. Et troisièmement, en tant que président de la carte de presse. De la Commission nationale de la carte de presse. J'en parle pas beaucoup. Donc, quand je dis ça, je dis, nous sommes prêts à faire toute notre part
pour les soutenir dans toute démarche qu'ils entreprendraient. Parce qu'à titre personnel, j'ai entendu des gens me demander sur les réseaux sociaux, mais monsieur Azibazi, on vous a entendu sur Equinox hier, pourquoi vous ne portez pas plainte? Mais j'ai aucune qualité pour porter plainte sur une question surtout comme celle-là. Il faut aussi dire que moi, personnellement, j'ai été aussi débarqué d'un plateau d'Equinox, pas un responsable d'Equinox en direct. Donc, il ne faut pas, moi aussi j'ai été débarqué par les responsables. Et moi je tiens souvent à ce que dans les émissions comme celle-ci, que nous rappelions, parce qu'il y a un devoir d'éducation, j'allais dire, à la fois civique, mais aussi le principe, pour dire que, quel que soit l'incident, et en tant que défenseur des droits humains, je suis conseiller du REDAC, le réseau des défenseurs de l'Afrique centrale, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous disons que les citoyens, les organisations, chacun doit savoir que quand un abus est commis à son encontre, c'est lui en premier qui doit actionner les leviers institutionnels qui existent pour assurer, comment je l'ai dit, pour limiter l'impunité dont se servent un certain nombre d'individus, de personnes qui ont un mandat public ou non. Parce que vous entendrez demain dire que le chef de la police, le chef de la sécurité nationale électorale est venu agir de la sorte parce qu'il aurait reçu des instructions, je ne sais pas de qui, mais nous disons que la République a des lois. Et ces lois méritent d'être respectées. Et pour qu'elles soient respectées, on ne peut pas chaque fois attendre que tout pouvoir a tendance à en abuser. Et pour limiter les abus, il faut que les citoyens, les organisations, et la première organisation, c'est dans cette affaire-là, c'est la structure employeur des journalistes d'Equinox, et ensuite la structure qui organisait ce débat-là ce jour-là. Après, les organisations professionnelles comme le SNJC, comme l'Union des journalistes du Cameroun, pour ceux qui accepteraient que nous le fassions ensemble, les accompagnent, comme la Fédération des éditeurs de presse, qui est une organisation professionnelle existante, on les accompagnera dans, si c'est une bataille qu'il faut faire, on les accompagnera à la faire. Parce que dans ce pays, on ne peut pas continuer à laisser des individus qui ont un mandat public que nous leur avons donné. Ce n'est pas un mandat de droit privé que le délégué régional de la sécurité nationale a. Il est délégué de la sécurité nationale du fait de ce qu'il exerce une mission de service public. Là, c'est le délégué régional. Le régional, je vous en prie. Oui. Et donc voilà, et quand j'ai fini de parler comme ça, je ne parle pas de l'individu et de l'ami Essogo, qui est quelqu'un que je connais. Mais je parle du délégué régional de la sécurité, qui, quelles que soient les instructions qu'il reçoit, il doit savoir que, d'ailleurs, il a fait le droit à l'université avec nous. Il sait que c'est pas comme ça que ça doit se faire. Que ça doit procéder. Ok. Vous l'avez certainement compris, très chers téléspectateurs, ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Alors, revenons à nos moutons. Que s'est-il réellement passé à Kérawa ce vendredi, alors qu'une folle rumeur parlait d'une tentative d'annexion de Kérawa? Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, est intervenu sur le poste national pour un démenti. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement camerounais dans cet extrait. Cette information est malveillante, elle est fausse, elle est dégoûtante. Je voudrais rappeler à nos populations que même du temps où l'armée camerounaise était toute seule au front, jamais, mais au grand jamais, Boko Haram n'a réussi à s'implanter sur notre territoire, jamais. À plus forte raison aujourd'hui, tous les pays de la ligne de front ont décidé de mutualiser leurs efforts. Nous avons l'assistance des pays amis, ce qui accroît la capacité de nos forces à faire face à ces bandits. D'où vient donc à ce moment où la puissance de feu de nos forces de défense et de sécurité monte en puissance, d'où vient donc aujourd'hui on prétend que Boko Haram occupe une partie de notre territoire. C'est complètement faux, ça n'a pas eu lieu et je peux garantir que ça n'aura jamais lieu. Nous avons tous vu que France 24 faisait une bande qui défilait en crawl, l'information selon laquelle donc Boko Haram se serait emparé de Kérawa, voilà. C'est complètement faux. La rumeur peut également venir de ceux qui sont des manipulateurs pour intoxiquer, pour désinformer, peut-être afin de porter un coup au moral de nos forces de défense, sans savoir que ces hommes et ces femmes dévoués à la cause nationale, déterminés à défendre nos frontières, qui se battent jusqu'à la dernière goutte de leur sang, non seulement restent insensibles à ce genre de manipulation, mais mieux, ils font tout effectivement pour neutraliser Boko Haram et ses adeptes.
Alors c'est vrai que le téléspectateur qui nous suit doit être certainement perdu parce que vendredi, justement, Guibaï Gutana annonçait pourtant la prise momentanée de Kerawa. Que s'est-il réellement passé, Denis Kouebo? Comment démêler le vrai du faux? Bon, je ne peux accorder une prime ni à M. Guibaï ni à M. Tiroma parce qu'en tant que journaliste, ce n'est pas comme ça que... Ce n'est pas le choc des contraires, le journalisme. Ce n'est pas le choc des contraires. Mais quand on écoute le ministre, il ne parle pas des opérations. Moi, je veux parler de l'orthodoxie. Couvrant les zones de guerre et suivant les questions militaires, le chef de l'État a nommé au front des responsables militaires et dans chacun des commandements en zone, il a nommé un responsable chargé de la communication. Donc, il n'y a qu'ici au Cameroun où on entend les civils parler des opérations militaires. Dans tous les pays, aux États-Unis, en France, quand il y a un incident, c'est un responsable militaire qui dit à la population ce qui s'est passé. Et quand vous entendez le ministre parler, vous comprenez bien qu'il n'a pas une très grande idée. Il n'est pas au fait. Non, il n'est pas, c'est pas être au fait. Il ne connaît pas les choses militaires. Donc quand on dit il y a une différence, vous pouvez être l'armée la plus puissante du monde, comme l'armée américaine, et puis on vous attaque. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes puissant qu'on ne vous attaque pas. Donc, s'il y a eu une attaque, les Camerounais veulent savoir si effectivement il y a eu une attaque, quelle a été l'ampleur de cette attaque, quel est le bilan de cette attaque et quelle a été la réponse militaire que le Cameroun a opposée face à cette attaque-là. Et c'est comme ça que, moi j'ai aussi suivi le président de la République l'autre jour qui dit que maintenant Boko Haram agit par lâcheté. Quand vous voulez parler des choses techniques, il faut éviter de lire Internet. Moi, je suis un journaliste, mais je ne lis pas beaucoup Internet pour parler des choses techniques. Il y a des gens qui ont écrit sur l'art de la guerre, notamment Sun Tzu. Donc, tout le monde peut aller lire. Vous pouvez lire ce que Sun Tzu dit. Si vous lisez pendant 5 minutes, vous pouvez comprendre un certain nombre de choses et éviter de venir parler n'importe comment. Et ce n'est pas une bataille à deux sur ce qui est en train de se passer. Peut-être tout à l'heure, on va entrer dans les détails. J'ai entendu le ministre dire que l'armée monte en puissance. Puissance de feu. Puissance de feu et Boko Haram descend. Il y a de cela quelques mois, nous disions, et c'est l'occasion pour moi de le redire avant qu'on aille. Le Cameroun aujourd'hui est plus menacé qu'il y a 2 ans. La situation sécuritaire à nos frontières est plus préoccupante aujourd'hui qu'avant. Cela ne veut pas dire que nos forces sont incapables de riposte. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais la situation sécuritaire aux frontières du Cameroun est très préoccupante pour ceux qui la suivent. Elle est très préoccupante. Boko Haram est plus puissant aujourd'hui qu'avant. Ça, si des gens peuvent dire le contraire, on ne dit pas qu'ils sont les plus forts, mais aujourd'hui, tels qu'ils sont en train de se déployer. Encore plus depuis qu'ils ont fait allégeance à l'État islamique. Ce n'est pas exactement cela parce que je n'ai pas encore vu sur les réseaux et sur les différents canaux de communication de Boko Haram l'acte d'allégeance tel qu'on présente, ou alors l'acte de changement de nom. Vous savez ce que les gens donnent un autre nom à Boko Haram, mais aller sur les sites, sur les plateformes de Boko Haram, voir si Boko Haram a dit cela et quel est l'acte d'allégeance. Il faut nous donner la date d'allégeance de Boko Haram et montrer le document d'allégeance ou la déclaration d'allégeance. C'est vrai qu'il y a c'est un mouvement qui est entièrement disparate. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont plus dangereux aujourd'hui qu'avant. Si c'était un mouvement, les gens ont dit que c'était une menace asymétrique parce qu'ils ils empruntent des termes plus ou moins compliqués. C'est le caractère disparate du commandement de la nébuleuse qui rend la menace difficile et mérite que ceux qui en parlent soient moins arrogants, qu'ils soient moins triomphalistes. Quand des bandits attaquent votre maison, ce que vous avez à faire, ce n'est pas de prendre le micro pour dire que ça, c'est un sang des petits bandits. C'est quand vous avez fini de sécuriser vos frontières, quand vous avez fini de sécuriser votre territoire, quand vous avez circonscrit la menace, quand vous vous êtes suffisamment organisé, quand vous avez huilé votre mécanisme opérationnel, vous pouvez faire un certain type de déclaration. Pour le moment, le Cameroun et les citoyens du Cameroun ont tout intérêt à circonscrire assez rapidement la menace, sécuriser leur pays et les discours viendront. Tout le monde aura le temps de savourer le champagne quand on aura gagné. On ne va pas savourer le champagne avant d'avoir gagné. Et il faut qu'on gagne. Alors, Monsieur Hervé Emmanuel Com, je veux revenir à Issa Tiroma Bakary. Est-ce que c'était la personne la mieux indiquée pour cette sortie?
Est-ce que c'était la personne la mieux indiquée? Mais il est porte-parole du gouvernement. Sauf que... Mais est-ce qu'il a eu l'expression indiquée? Non. Donc, je fais la différence entre les deux. Vous savez, la guerre est une chose... les affaires militaires sont une chose qui ont... des gens sont formés, et pour cela, on prend pas... On n'en débat pas comme ça, sauf si c'est dans le café de commerce. C'est quelque chose de très sérieux. Je voudrais relever deux choses. La première, c'est que M. Guibaï a fondé son fonds de commerce actuellement, c'est qu'il est spécialiste des affaires du septentrion. Justement. Bon, donc, s'il n'a pas un sujet pour faire le beurre sur le septentrion, il fait son épicerie. Bon, et du côté de M. Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement, il y a un problème. Parce que la communication de guerre, ce n'est pas ça. Nous qui connaissons, je revendique la qualité d'expert militaire, puisque j'ai été à l'école militaire. Toute armée au monde, même la plus puissante du monde, peut connaître une incursion malveillante. Ce n'est pas parce que le Hamas a hissé le drapeau que l'armée israélienne est devenue faible. Donc ce sont des moments. Maintenant, quand vous communiquez dessus et vous en faites un buzz, vous créez un problème. Vous créez un problème parce que vous créez un problème qui n'existe pas. Ce que le Boko Haram fait maintenant, je le dis dans une expression nuancée par rapport à ce que Denis dit, mais qui est fondamentalement vrai, c'est un groupe terroriste traqué. Et parce qu'il est traqué, il est imprévisible. Parce qu'il est imprévisible, la guerre n'est plus strictement militaire, c'est une guerre des services. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des imbéciles. Nous avons des connaisseurs de la chose. Nous sommes dans la période des services et c'est pour cela que les Américains s'installent avec tout un bataillon de renseignement, des drones. C'est-à-dire que le Boko Haram, ce n'est plus une armée, même si c'était asymétrique, ce n'est pas une armée qui nous donne rendez-vous territorialement à une frontière. Vous comprenez? Ce sont des bandits, des terroristes, et qui maintenant, il faut qu'on aille les chercher dans leur terrier, dans leur tanière, et qu'on paralyse leur logistique pour qu'ils puissent plus se mouvoir en transgressant notre frontière. Donc le fait que même pendant 10 minutes, ils aient hissé le drapeau quelque part, c'est un non-événement sur le plan strictement militaire. Parce que, madame, ce n'est pas parce que dans le septentrion, de temps en temps, nos compatriotes écoutent l'hymne de Radio Nigeria, qui sont devenus nigérians. Ça se passe tous les jours. Ce sont des incidents dus au relief du Cameroun, à la technologie et au fait que nous n'avons pas encore suffisamment sécurisé ce truc. Donc moi je pense qu'on ne va pas passer 100 jours là-dessus, que l'armée camerounaise ait porté des coups sérieux et des victoires sur Boko Haram, c'est incontestable. Que nous ayons une menace terroriste, c'est une vérité. Il faut pas, ce serait une négation, un déni de vérité. Maintenant, quelle est la réponse à apporter? Ce n'est pas dans le bavardage. Nous sommes dans le temps des services. On a des gens qui vont quand même qui ont rencontré des gens, des enleveurs d'otages, n'est-ce pas? Pourquoi n'aurait pas des gens qui iraient aussi, mais pour finir avec eux, les rencontrer? Nous avons des services actions, nous avons des services. Vous savez, le Boko Haram a un problème. Denis l'a dit tout à l'heure, mais avec son expression. Le Boko Haram n'a plus de territoire. À un moment, il est devenu une pseudo-armée parce qu'il avait un territoire. Maintenant que toutes les armées ont décidé de faire l'étau sur le Boko Haram qui n'a pas de territoire, il devient un fugitif, et un fugitif est imprévisible. D'où les bombes, d'où les gens qui portent des ceintures. Je fais une parenthèse rapide sur le fait que c'est totalement inacceptable que des citoyens attaquent une caserne de notre armée. C'est totalement inacceptable. Quelle que soit la raison. On en parlera. Voilà encore un phénomène. Voilà des Camerounais, je suppose que ce sont des Camerounais, parce que là-bas, il y a un peu de poula, et qui décident d'aller cramer le truc parce qu'ils pensent que les mesures, pour des raisons de sécurité... On en parlera. Donc, madame, je termine sur ce sujet en disant que je regrette la communication sur ce sujet n'est pas souvent la plus appropriée, y compris même du côté du gouvernement. Parce que nous sommes dans le temps des services. Et quand vous dites vous commentez un événement terroriste, c'est ce qu'ils cherchent. Ils n'ont plus que la publicité. Ils n'ont plus rien. Ces gens-là, ce sont des fugitifs. On va les traquer jusque dans la chambre de leurs parents, où qu'ils se trouvent. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer. Quand on a tué un commissaire camerounais sur la frontière de l'Est, parce que la Centrafrique est un État artificiel, je m'excuse pour les Centrafricains,
mais ils n'ont plus une administration convaincante. J'espère qu'on ne viendra pas vous enlever sur Eh ce ben, plateau parce que non, vous avez parlé d'un pays ami. Alex, tu sais ce qu'on a fait? Nos services spéciaux sont allés chercher les assassins du commissaire et Palais à Bangui. Ils les ont ramenés. Certains sont à Yaoundé. C'est le temps des services et c'est le temps du silence où on tire avant de parler. Le temps du silence, la sortie de Issa Tirouma Bakary n'était pas appropriée. Alex Gustave Azebazé, qu'est-ce que vous en pensez? Sur les réseaux sociaux que visiblement Denis n'aime pas beaucoup, mais que j'aime, parce que c'est un instrument... Que tu développes d'ailleurs. Que je développe, tu le sais. Je le sais. C'est un instrument extraordinaire de... L'évaluation de l'état de l'opinion. Voilà. De mesure de l'état de l'opinion, mais aussi d'expression libre. Ce qu'on se permet de venir faire ici, arrêter les gens dans les studios là. Je pense que il faudra avoir des ressources extraordinairement importantes pour aller sur les réseaux sociaux, qui sont ce qu'on appelle les nouveaux médias. Tout à fait. Des nouveaux médias auxquels il faut avoir une capacité d'analyse importante et de froideur aussi. Et je l'ai dit quand cette prétendue information sur l'occupation du territoire camerounais du fait de la découverte d'un tissu, d'un morceau de tissu noir présumé être porter les insignes du mouvement terroriste Boko Haram. Je l'ai dit sur la page d'un excellent ami, que je respecte beaucoup, Abdelaziz Moundé, qui est un journaliste extrêmement talentueux. Et je l'ai dit à certains intervenants que ce n'est pas le moment, que si cette affaire-là était même vraie, ce n'est pas le moment pour nous de relayer, parce que il va de soi que ça ne peut pas être la traduction de la victoire de Boko Haram sur le Cameroun, du fait de ce qu'on trouverait un morceau de tissu. Parce que ce n'est qu'un morceau de tissu. Par contre, là où je suis très inquiet, c'est que au même moment, c'est-à-dire que cette semaine qui vient de s'achever, l'une des premières informations, en tout cas, qui a circulé, c'est qu'un groupe dit terroriste, contrairement aux actes récents, a pénétré le territoire camerounais, a opéré, a fait un certain nombre de victimes, et serait reparti. Sans être inquiété. Ça, par contre, moi, ça me préoccupe. Parce que, visiblement, je pensais qu'on avait dépassé cette phase-là, que nous avions assuré, quand je dis nous, je parle des forces qui sont mobilisées pour payer ou encadrées par nos moyens pour faire ce job-là. Je pensais que l'État du Cameroun, en tout cas, individuellement ou collectivement, avait sécurisé, avait sanctuarisé. Mais il n'y a pas 100% ses frontières. Qu'une telle information est circulée et qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore démentie, n'a pas été démentie par le gouvernement, me pose, en tout cas, c'est la plus grande menace de mon point de vue, au-delà de celle où il y a eu un incident entre des militaires camerounais et une partie de la population locale dans cette région. Oui, ça peut arriver, ça arrive souvent, du fait de l'émotion, du fait des malentendus qui existent. Même ici à Douala, ça arrive que des populations d'un quartier. Moi, j'habite Douala 5e. Il y a des jours où, si je ne me maîtrise pas, je vais bagarrer avec des policiers. Je vais bagarrer avec des militaires. Et ça ne veut pas pour autant dire que je suis contre les policiers ou que je suis contre l'institution militaire. Donc, sur cette question où le ministre de la Communication a fait tout un plat pour, semble-t-il, démentir cette histoire cette rumeur. Je continue à l'appeler rumeur sur l'implantation du drapeau j'ai utilisé le terme d'un bout de tissu sur le territoire camerounais. Je dis, même un individu plus ou moins agité peut se permettre ça, sans que forcément ça ne veuille dire. Même un fou. Que ce soit Boko Haram. J'ai préféré ne pas. Il y a des thèmes que je n'utilise pas à la télé. Oui, sans que ce soit. Donc, sans que ce ne soit sans que ça ne veuille traduire quoi que ce soit. C'est pour cela. Mais on a quand même parlé de forte concentration de Boko Haram à Kirawa à ce moment-là. Je pense que dans les sacs. Guibaï et moi, nous sommes d'excellents amis. D'ailleurs, lui et moi, nous avons en commun
d'être membre de la direction de l'Union des journalistes du Cameroun. Mais c'est un activiste. Il sait ce que je pense de ce traitement-là. Et moi, je ne viendrai pas le dire sur ce plateau. Mais je dis que je n'accepte pas que, au lieu que le ministre de la Communication, quand je dis le ministre de la Communication, c'est pas le ministre Chiroma qui, moi, m'intéresse. Je parle du gouvernement. Au lieu que le gouvernement nous rassure de ce que les frontières camerounaises, qui à un moment donné, en tout cas on nous les avait annoncées comme telles, avaient été sanctuarisées, le sont encore. Qu'on vienne épiloguer, pinailler, nous occuper au point où voici 15 minutes ou 30 minutes de notre précédente émission que nous sommes en train de consacrer à cela. Pour moi, c'est un épiphénomène. Il n'y a aucune menace, en tout cas, du fait de ce bout de ce drapeau-là. Par contre, la vraie menace, c'est que des personnes se réclamant de cette nébuleuse-là puissent rentrer sur le territoire camerounais, repartir, en tout cas sur leur base. Je ne sais pas si leur base, c'est au Nigeria, à Sambisa, ou comme on le dit souvent, ou si c'est au Tchad, ou je ne sais pas où ça se trouve. Il me semble que ça doit nous préoccuper. Et si ça a lieu, parce qu'il y a une période de transition qui est en train d'être gérée au ministère de la Défense, du fait du changement de gouvernement, si ça a lieu parce que, comme j'entends les gens écrire, un certain nombre de réseaux qui prétendent que, mais depuis que les Américains ont annoncé le déploiement de 300 soldats, Boko Haram est plus actif qu'il ne l'était avant. Je dis aux gens, arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec... Je dis que ceux qui ont développé une communication... Ils sont dans le faux. Depuis longtemps, faisant croire que le Cameroun peut vaincre cette menace seul et que les partenaires historiques du Cameroun ne doivent pas nous appuyer parce qu'ils seraient derrière la menace Boko Haram ou derrière l'île de Boko Haram, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de... Comment je vais dire? Je ne sais pas quelles sont les finalités qu'il y a. Oui, je ne sais pas quelles sont les finalités qu'il y a derrière ce type de communication, ce type de manœuvre. Où il y a des cercles à l'intérieur du Cameroun, y compris dans les services, qui ne veulent pas que d'autres, que des alliés. On gagne une guerre avec des alliés, on ne gagne jamais une guerre seule. Si on n'a pas de bons alliés, si effectivement nous sommes en guerre dans notre zone septentrionale, en tout cas dans la région du bassin du lac Tchad que nous partageons avec le Tchad, le Niger, le Nigeria, si on n'a pas d'alliés, que ce soit des alliés régionaux et des alliés internationaux qui sont puissants, parce qu'ils ont un certain nombre d'instruments d'information et d'intelligence que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas imaginer qu'avec l'achat d'équipements militaires, on vaincra cette menace-là. C'est l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle des renseignements. Si les Américains nous apportent cela, quels que soient mes états d'âme par rapport au régime Biya, moi je dis banco, pourvu que le Cameroun, l'Afrique centrale soit sécurisée et que cette menace-là, elle cesse de planer sur nous comme une menace permanente. Alors Cyril Sambaka, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer sur la question. Oui. Implantation du drapeau ou pas, c'est un non-événement. Vous savez, quand vous avez des co-panélistes qui n'arrêtent pas de parler et qui peuvent parler pendant une heure de temps. Vous avez la parole maintenant. Allez-y, parlez pendant une heure si vous voulez également. Non, je vais parler jusque-là. Je voudrais tout simplement dire que sur le plan politique, parce qu'ils ont parlé des stratégies et autres, sur le plan politique, il faut dire que la faute est partagée. La faute est partagée parce que d'un côté, il y a des annonces, il n'y a pas que l'œil du Sahel, il y a l'AFP, il y a beaucoup de relais. Mais du côté gouvernemental, c'est la conséquence d'une politique générale, c'est-à-dire celle d'infantiliser les populations. C'est ça qui crée cela. Parce qu'un ministre, des ministres pensent toujours que les populations ne sont pas des partenaires. Or, nous sommes devant une situation de guerre où l'administration et les populations doivent être des partenaires parties prenantes à cette opération. Alors, quand on dit quelque chose, comme on a écouté le ministre le dire, tout le monde comprend que dans l'esprit même, c'est infantiliser les populations, c'est infantiliser les Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on a un pouvoir qu'on ne doit pas tenir compte de ceux qu'on gouverne. Donc, nous sommes devant une situation où il faut créer cette harmonie entre les populations et les dirigeants. Je crois que ça, c'est fondamental pour que les gens se disent les vérités et que les gens contribuent, chacun à sa manière, à lutter contre Boko Haram. Je le prends sur l'angle politique parce que je n'ai pas étudié
l'anglais technique et politique que je suis, je préfère m'adresser aux spécialistes. Mais je sais que d'une manière générale, si nous voulons que les choses se passent bien, il faut qu'on s'entende sur nos modes même de communication. Parce que si on ne s'entend pas sur cela, ça va aller dans tous les sens. Et comme je sais que nous sommes gouvernés comme si nous étions des bébés, non, nous ne sommes plus des bébés. En définitive, la sortie de Chiroma n'était pas appropriée. Je dis elle était mal faite parce que il y avait cet esprit d'infantilisation des populations. Et ça, il faut éviter. Il faut éviter cela. Vous voyez, il veut déjà prendre la parole. Pourtant, je suis qu'à 2 minutes. Donc, en réalité, nous devons faire très attention dans notre pays parce que cette guerre est une guerre contre le Cameroun. Et comme disait Alex tout à l'heure, on a tout dit et on n'a pas vu la victoire que le Cameroun a eue en ayant un partenaire américain qui est dans un secteur que nous devons absolument développer pour notre devenir, pas seulement pour Boko Haram, pour l'éternité. C'est-à-dire que quand il y a de nouvelles sciences qui vont arriver, il faut saluer cela. Et il faut penser que les Américains ne sont pas les Camerounais. Le président américain, avant d'envoyer des troupes, il passe par le Parlement. Il définit ce qu'ils sont venus faire et il ne peut pas le modifier sans repasser par le Parlement. Donc quand on sait tout cela, on comprend tout simplement qu'on doit évacuer tout ce que les gens peuvent dire concernant l'arrivée des Américains, mais saluer cette arrivée parce que cette arrivée va nous apporter des éléments. C'était à l'ordre du jour dimanche dernier. Voilà. Alors, Alex Gustave, oui, je voulais juste dire quand même une chose. Hein, oui. Que quand nous avons fini tous sur le plateau de questionner la communication ou l'importance qu'on a mis à cette communication, oui. Il me semble, et je parle après le politique, qui est un ami, Cyril, pour dire... Vous êtes tous des amis finalement. Oui, nous, on est tous des amis. Je veux dire, il est du devoir d'un gouvernement, et je pense que le gouvernement était totalement fondé, lorsque il est diffusé qu'une partie de son territoire est occupée. C'est sa responsabilité de rassurer ses populations, ses partenaires. Parce que, savez-vous, ce qu'on appelle l'autorité d'un État sur son territoire, c'est la couverture de l'ensemble de l'ensemble de son territoire. Un pays en droit, un État en droit, c'est un territoire, c'est un gouvernement, c'est une population. Dès l'instant qu'il en vient à manquer, qu'un gouvernement en vient à manquer le contrôle de l'un de ces 3 facteurs-là, quand un gouvernement, il devient un gouvernement, pour emprunter le terme de Hervé, lorsque une partie du territoire lui échappe, il devient n'importe quoi lorsque le gouvernement n'est plus contrôlé par... Le gouvernement de l'État est partagé par d'autres forces qui ne sont pas des forces républicaines, des forces légitimes. Enfin, il devient n'importe quoi lorsque des groupes qui ne sont pas identifiés contrôlent des pans de son territoire où l'administration, une administration qui s'exerce sur une partie du territoire n'est pas une administration étatique. Que le ministre de la Communication, au nom du gouvernement, à mon avis d'analyste et de publiciste, est totalement fondé, si c'est la compétence du gouvernement, et j'estime que c'est la compétence du gouvernement, de nous rassurer quand des informations circulent selon lesquelles un groupe irrédentiste ou étranger occupe une partie du territoire. C'est là où je disais tout à l'heure que ceux qui s'amusent à donner du fond ou de l'importance à ce type de petits phénomènes où quelqu'un, ou un individu, ou un lunatique peut venir planter un bout de tissu sur notre territoire, qu'on lui donne la force qu'on tente de leur donner, aide à ce type de conséquences, amène justement la puissance publique qu'est l'État à devoir rassurer les Camerounais en disant Madame, non, notre territoire n'est pas occupé. Madame, pas des forces étrangères. Parler autant de Boko Haram, c'est aller dans son sens. Écoutez, moi je crois que l'émission est très courte parce qu'elle est très importante et je ne pourrais pas développer des sujets qui demandent un peu plus de temps. Mais en temps de guerre, comme en temps normal d'ailleurs, moi je ne suis pas spécialiste en communication, mais je connais les affaires militaires. La communication est une arme. Quand vous courez derrière quelqu'un, vous n'êtes pas devant cette personne. Alors, il s'agit de savoir si on veut faire une communication proactive, donc contrôlée,
ou si encore une communication défensive qui consiste à apporter des démentis à des événements. La situation permanente que nous impose le terrorisme, c'est qu'à tout moment, il peut y avoir transgression de notre territoire ou attaque sur des biens et des personnes sur notre territoire. Ça, il faut que les Camerounais l'intègrent dans leur vie parce que nous avons des sacrifices à faire et un changement de vie que nous devons avoir. Et la bonne communication, pour faire court, ce n'est pas de faire la publicité de cette transgression, quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est d'annoncer les mesures qui ont contenu et de montrer que la vie a le dessus sur la menace de mort. Et je vous dis, en psychologie de guerre, les terroristes aiment qu'on parle d'eux. Le terrorisme, c'est ça. C'est-à-dire créer la terreur. Denis, je ne suis pas sous ton contrôle. Les terroristes aiment qu'on parle d'eux. Et pour parler d'eux, vous devenez un relais du terrorisme quand vous faites comme certains journaux le font aussi, où vous annoncez même des événements qui n'ont pas eu lieu. Où vous donnez un caractère, une dimension à ces événements qui n'ont pas lieu. Et s'agissant de la parole de notre porte-parole du gouvernement, je crois qu'il n'y a plus besoin de démontrer la montée en puissance de notre armée. Elle a été montée. Moi, je vous dis, parce que j'ai quand même quelques connaissances dans la chose, sur le terrain militaire, Boko Haram est vaincu. On a battu. Nous sommes maintenant sur le terrain des services, du renseignement, et nous sommes sur le terrain de pourchasser, y compris leur machinerie, leur infrastructure logistique de soutien qui peut être politique et civil et qui peut se trouver partout, même à Douala. Donc c'est sur ce terrain qu'il faut. Et sur ce terrain, vous allez trouver des journalistes, des politiciens, de tout le monde. Et il faut faire extrêmement attention. Y compris dans le parti au pouvoir et surtout dans le parti au pouvoir. Absolument. Écoute, en matière de sécurité, rien à exclure. Donc, et je dis donc que quand on communique sur ce plan, même si c'est France 24 qui l'annonce, nous devons nous imposer notre réalité parce que cette manipulation peut nous amener sur le terrain à donner existence à un groupe qui est mouvant. Et donc, il faut simplement présenter l'acte de décès. Oh, oui. Alors, Denis, vous avez la parole sur cette question. Je suis très froid avec ce qui est en train de se passer. Il y a de cela quelques mois, la communication militaire était sous-traitée au Cameroun. Ouais. Et il y a changement de fusil d'épaule. Et cette communication, il n'y a pas encore eu maîtrise. J'étais sur ce plateau pour parler au lendemain de l'attaque du domicile de M. Amadou Ali. Nous étions ensemble. Il y avait une réunion entre l'ancien ministre de la Défense, entre le responsable de la Défense et une partie de la presse de Yaoundé, de la presse qui est complètement aux ordres, et de l'argent avait été distribué. Sur ce plateau, j'avais dit que tous ceux qui étaient à l'époque prendre l'argent viennent un jour. Et là, je suis sûr que ça se fera. Moi, je parle en tant que personne. Tout se sait après. Et les gens doivent se justifier un jour dans ce pays de ce qui est en train de se passer. Et il y a un accueil qui est fait à celui qui est actuellement à la tête du ministère de la Défense. Et c'est ça qui est en jeu. Il faut arrêter de faire. C'est ça qui est en jeu. Et les ex-patriotes, une partie des ex-patriotes... En fait, vous pensez, Denis, que Boko essaye de déstabiliser le nouveau... C'est ce que vous pensez. Est-ce que ce n'est pas évident? Mais l'analyse politique... Donc, en fait, tout est mis en place. Oui, allez-y, Denis Kwebo. Autorité sur cette question parce que j'ai failli mourir de cela. Donc, je n'ai pas peur des gens au Cameroun. J'ai failli mourir de cela. Donc, il y a... quand un État refuse de rester républicain de temps en temps pour passer à l'informel, il faut qu'un certain nombre de personnes assument les conséquences qui en découlent. Et parce que je suis Camerounais, parce que j'ai rencontré beaucoup de groupes d'autodéfense dans la région de l'extrême nord, parce que j'ai entendu les autorités de ce pays, y compris la plus haute autorité, remercier les populations de l'extrême nord pour leur appui déterminant. Parce que si la population de l'extrême nord ne coopérait pas avec l'État du Cameroun, ces dames, on n'en serait plus là. J'aurais dit que la situation de notre pays est critique et il faut qu'à un moment donné, parce que quand ça va, si ça tourne éventuellement mal, on sera obligé de recourir même à nous tous pour aller au front. Parce que l'État a le droit d'imposer même aux journalistes qui sont ici d'aller au front. Et moi, j'ai toujours dit que c'est une bonne chose pour les journalistes. Je me suis toujours proposé de prendre 6 mois pour aller faire cela. Il faut que à un moment donné, on arrive à découvrir même le cheval de Troie. Je le dis avec autorité encore aujourd'hui parce que je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Il faut qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on arrête des enchères. Et les gens qui veulent opérer un encerclement
pour tirer le profit du sang et de la sueur des Camerounais, doivent être punis par les dieux s'ils sont vivants. Il faut qu'on arrête cela. Je dis qu'il faut faire attention. Ce n'est pas comme ça que ça va continuer de se passer où on met la pression. Ici, des gens qui hier avaient accepté avec tous les autres Camerounais de faire corps pour que ce pays-ci reste debout, sont passés de l'autre côté, agitent le chantage pour se repositionner. Il faut que cela s'arrête. Monsieur Cyril Sambaka, qu'est-ce que vous en pensez? Tout est mis en place pour déstabiliser le nouveau ministre de la Défense. Ah non, ce n'est pas le nouveau ministre. Lui seul, ce n'est pas le Cameroun. Je pense que notre position était claire dès le départ, parce que renouveler le gouvernement comme ça a été fait, donnait la possibilité aussi de continuer dans ce sens-là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dénoncer tout ce qu'on peut faire comme tractation pour déstabiliser le pays. Mais la première chose qu'il fallait faire, c'était de restructurer ce gouvernement. Vous voyez, parce que quand on enlève tu es satisfait alors? Quand on enlève quelques personnes et on met d'autres personnes, vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, mais vous allez trouver ces problèmes-là qui vous attendent. On parle du nouveau ministre de la Défense, mais il n'est pas le seul. Il y a tous les autres. Donc, on a un problème structurel. On a un problème, le problème d'homme vient après. Donc, c'est la raison précise pour laquelle nous nous retrouvons devant toutes ces situations qui n'ont pas évolué. Les choses n'ont pas changé, on a changé d'homme, mais dans le fond, ça devient même plus dangereux parce que nous assistons à une situation où, quand on vous nomme, c'est votre frère, c'est votre cousin qui commence à vous mettre les pots de banane parce qu'il est sûr que si on vous enlève, c'est lui qu'on va mettre. Vous voyez, quand on est dans une république comme celle-là, on a des difficultés pour que les choses marchent parce que à peine vous voulez déployer ce que vous savez, que c'est dans votre propre famille que quelqu'un essaie de se positionner parce qu'il s'est dit, quand on va vous changer, c'est lui qu'on va appeler. Vous voyez, il faut restructurer tout ça et puis il faut aller vers quelque chose qui peut nous faire avancer. Merci, Monsieur Cyril Sambaka. Très chers téléspectateurs, avant de passer à autre chose, je vous propose quand même de prendre ce reportage. Nous restons évidemment dans la région de l'extrême nord pour parler cette fois-ci des affrontements qui ont secoué Maga. C'était mercredi 21 octobre. Reportage et puis on se retrouve tout juste derrière. Un mort, 2 blessés et d'importants dégâts matériels dans les affrontements qui ont opposé des populations de Maga aux militaires dans l'extrême nord du pays. Le jeudi 22 octobre 2015, selon un bilan provisoire publié vendredi par le gouvernement. Parmi les blessés se trouvent 2 militaires, de même que 6 civils grièvement atteints, dont le bilan clinique est critique. Pour le moment, les autorités n'ont pas encore donné les raisons exactes de ces heurts. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awabakari, a indiqué que seule la commission d'enquête mise sur pied déterminera les causes de ces affrontements. L'autorité administrative a également condamné les actes de vandalisme sur les biens de l'État, puisque des locaux et véhicules militaires ont été saccagés et incendiés par les populations en colère. Pour le moment, nous avons présenté des condoléances. Nous avons appelé les uns et les autres à venir au meilleur sentiment pour qu'ils savoir raison garder. Mais également, nous avons pris en charge ceux qui ont été blessés dans le cadre de cet incident. En croire certaines sources, des populations se sont soulevées lorsque des militaires ont violemment interpellé des riverains, soupçonnés d'avoir des connexions avec la secte terroriste nigérienne Boko Haram. Dans la bagarre, un homme de 33 ans armé d'armes blanches a été abattu par des militaires, provoquant le soulèvement de tout le village. Les autorités ont décidé de renforcer les mesures de sécurité dans cette localité où un calme précaire règne actuellement. Alors que certains évoquent des mesures de sécurité restrictives en ce qui concerne les déplacements, d'autres, comme la présidente du CPP, dans un communiqué, parlent de raquettes de la part des forces armées, justement, la même armée qui veille au grain pour la protection des citoyens dans la région de l'extrême nord. Hervé Emmanuel Kombo, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je pense que Edith Kavala, c'est d'elle que vous parlez. Effectivement. Elle a perdu l'occasion de se taire et elle commence à avoir l'habitude de perdre l'occasion de se taire. Nous sommes dans une situation
exceptionnelle, ce n'est pas une situation normale. Pas une guerre Et dans des zones où il y a ces opérations de lutte contre le terrorisme, il y a des mesures de sécurité que nos forces doivent prendre. Ce que je dis là ne veut pas dire que nous avons envoyé un corps expéditionnaire, une armée d'occupation dans cette zone. Vous avez bien vu que le président n'a pas déclaré ni l'état d'urgence, ni une situation exceptionnelle, pour ne pas entraver la vie normale de ces populations. Mais on doit comprendre qu'il y a un problème. Donc quand vous avez un casernement, n'est-ce pas, Denis sait ce que c'est qu'un casernement. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement? Je fais une digression d'une seconde. Il y a quelqu'un qu'on a dit qu'il était accidenté, et dans la générosité, je suppose, de l'unité qui était en place, on l'a mis sur une moto pour le faire entrer dans une caserne où on pouvait le soigner. Boum! La bombe a sauté. Et ça, c'est une faute en matière de sécurité de l'armée. Ils n'ont pas introduit des civils non identifiés dans l'enceinte militaire. Alors, pour revenir à cette situation, il y a évidemment des actes qui ont posé qui sont contraires aux règles de notre armée, n'est-ce pas, qui doivent être sanctionnés. Mais globalement, il est totalement inacceptable que des individus, des groupes s'organisent pour attaquer une caserne militaire qui est là pour une mission bien précise. S'il y a des problèmes, il y a monsieur le gouverneur était là-bas, il y a des institutions, il faut porter ça à la connaissance. Bon, maintenant, venir dire que les militaires raquettent, je crois que d'abord, elle a une très mauvaise connaissance de notre armée, n'est-ce pas? Et elle insulte le sens du sacrifice de cette armée. Et c'est totalement inadmissible pour des personnes qui font de la politique dans le sens du poil pour caresser une opinion qui ne comprendrait même pas ce genre de propos. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser des œufs. Et nous sommes dans une situation où nos militaires, certains n'avaient pas été entraînés pour être dans cette zone et dans les conditions de guerre qu'ils connaissent maintenant contre un ennemi invisible. Donc quand on dit par exemple que les motos ne doivent pas circuler de telle heure à telle heure, oui, c'est pour casser la logistique des adversaires. Vous comprenez? Je dois donner un cours de français facile à ces personnes qui soutiennent ce genre de choses contre notre armée. Donc il peut y avoir des excès. On ne peut pas l'accepter. Notre armée ne peut pas être une armée d'occupation par rapport à nos propres populations. Mais les mesures militaires doivent être prises parce que ces militaires qui ont des familles, qui ont tout, sont là pour assurer une mission qui peut les mettre en péril 24 heures sur 24. Et regardez, Élie Ladé, Denis et moi, nous savons qu'il n'était pas en service. Mais il a fait don de sa vie pour prévenir un acte qui aurait été catastrophique. Oui. Donc, je dis à mes compatriotes du Septentrion que ce n'est pas facile. C'est une zone où il y a des opérations militaires contre des terroristes invisibles et qui peuvent avoir des contraintes dans leur vie quotidienne. Ils acceptent ces contraintes. Vous comprenez? Ils n'ont pas le droit d'attaquer, les gens n'ont pas le droit d'attaquer nos militaires et de brûler une caserne. Ça, c'est totalement inacceptable. Monsieur Alex Gustin, est-ce que c'est le moment d'évoluer en rang dispersé? Je pense qu'il faut... Il faut éviter comment je vais dire, de mettre le feu, absolument, de sur le feu. Absolument. Première chose. Mais c'est valable pour tous les groupes. Tout à l'heure, on faisait remarquer que les pouvoirs publics, notamment les pouvoirs publics civils, doivent trouver la meilleure modalité pour associer les différentes, le corps social à la stratégie de confrontation de cette hydre-là, c'est-à-dire de la nébuleuse. Quand je finis de dire ça, je préfère toujours me réserver quand des personnes adultes, qui en plus sont des responsables politiques, font une déclaration publique. Quand je dis je me réserve, je veux dire, je ne peux pas juger la déclaration du CPP en l'absence des dirigeants du CPP sur ce plateau. Il est possible, ils peuvent avoir des éléments que nous n'avons pas. Et en cela, je dis, je ne suis pas d'accord avec Hervé de faire tout un procès au CPP. Ah non, je n'ai pas fait au CPP. J'ai dit aux déclarations. Ce sont des récidivistes. Non, s'il vous plaît. Edith Kawala, qui en est sa principale responsable, c'est-à-dire sa présidente. Je souhaite, en tant que citoyen, mais en tant que défenseur de droits de l'homme, j'ai fait un article hier, je crois jeudi ou avant jeudi, pour dire que nos forces de sécurité, qui historiquement n'étaient pas formées pour confronter des menaces dites extérieures, mais davantage des menaces intérieures, urbaines, doivent
si elles n'ont pas encore été, si elles ne sont pas déjà, doivent être remodelées, donc reformées ou reformatées pour ne jamais confondre les menaces extérieures qui peuvent même se Ça, c'est de l'angélisme basé s'il vous plaît. Monsieur Alex Gustave. Je vous dis qu'en tant que défenseur, en tant que citoyen, Monsieur Alex Gustave, ça veut dire que Hervé, vous le pensez... jour où ça te touchera, ça moi je parlerai veut dire comme que Mais vous Alex... pensez que les questions de respect des droits de l'homme ont certainement motivé cette révolte entre guillemets. Je vous dis que n'ayant pas mené d'enquête, ah bon, s'il vous plaît, oui. s'il vous plaît, n'ayant pas mené d'enquête, Oui. je n'ai pas de position définitive. Oui. Mais je dis que, à moins que vous ne considériez que ces populations dont nous venons tout à l'heure de saluer leur coopération avec les autorités pour contenir cette menace, ne sont devenus subitement c'est l'œuvre adverses. d'un groupe. S'il te plaît, Monsieur c'est un groupe de Camerounais, oui ou non? Non, Quand j'ai fini, Hervé, quand je vais finir, vous reprendrez la parole. tu m'as posé une question. Non, je dis, je ne tranche pas. D'accord. Et l'une des choses qui, moi, me gêne dans, comment je vais dire, la gestion des suites de toutes les menaces ou de toutes les incidents attaques, de tous les incidents qui se passent au Nord, c'est que les procédures judiciaires, institutionnelles, n'ont jamais, en tout cas à ma connaissance, des suites. Si elles avaient des suites, on saurait souvent ce qui se passe réellement. Mais si on pense que la solution, comme j'entends les gens dire qu'on ne lutte pas contre une menace terroriste avec les bonbons, oui. qu'on tue, on assassine, on tue les gens. Je dis, non. quand on a arrêté des gens, il faut les traduire devant les tribunaux. Il faut les juger. Monsieur, on reviendra à vous. Il faut les juger. Vous aviez la parole. Il faut les juger parce que le meilleur moyen en toute matière, sur les questions de sécurité et de prévention de l'insécurité, c'est toujours pour les forces institutionnelles civiles ou militaires qui ont le pouvoir de justice, d'enquêter et d'établir les filières. Monsieur, comment reviendra à vous dans une minute? D'établir les filières. Quand on a établi les filières, on a recueilli une bonne partie de l'information qui permet justement de prévenir la poursuite de ces menaces. Monsieur Denis, quelle attitude vous adoptez face à ce qui s'est passé à l'extrême nord, à Maga? On reviendra à vous, monsieur Emmanuel Kopp. Il disait qu'il faut y aller. Il y a un ami qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour dire que c'était bon qu'on y aille plus trop au fond. Il a raison. Je dis que quand vous avez fait le tour de la région de l'extrême nord, vous savez que c'est la région la plus peuplée du Cameroun. Quand on compte, selon le recensement, c'est quand vous... Oui. On ne va pas remettre en question les chiffres du recensement. Et quand on compte le nombre d'incidents sur le terrain depuis que cette crise dure, c'est insignifiant. Merci. Je voulais aussi dire que, contrairement à l'idée qui est répandue, les forces camerounaises, police, gendarmerie, armée, toutes les confondues, ont été formés pour cette... Absolument. C'est même la formation qu'ils ont reçue. Moi, j'ai assisté. Oui, j'ai assisté avec de hauts responsables américains, de hauts responsables militaires camerounais, dont le ministre de la Défense de l'époque, et un dirigeant de l'UDC, député de l'UDC à l'époque, à tout un atelier de haut niveau international sur la coopération civilo-militaire. Il n'y avait pas encore de crise à l'extrême nord. Il y avait tous les dirigeants. Est-ce que la formation détruit les pratiques? Je viens. Est-ce que la formation détruit systématiquement les pratiques? Vous aviez la parole. Quand on dit responsable militaire, vous savez quelle est la qualité de la hiérarchie militaire au Cameroun. Quand on forme les dirigeants, par exemple, d'un syndicat de journalistes, les dirigeants des exécutifs de journalistes, c'est pour que ça descende. Oui. Et je dis que dans la formation qu'ils ont reçue, vous savez qu'on ne prend pas les gens de leur caserne ici pour aller les mettre au front. Il y a un passage, on ne va pas parler de ça. Quand ils partent d'ici maintenant, ils ne partent pas directement au front. Il y a une formation avant d'aller au front. Mais il faut aussi dire qu'avec cette menace, avec les attentats qui sont déjà portés au cœur de notre territoire aujourd'hui, la police n'est plus seulement la police au béret noir. Donc de temps en temps, compte tenu, je dis, de la difficulté qu'il y a sur le terrain, c'est pratiquement tout le monde qui fait les opérations de police, y compris l'armée. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir par exemple au niveau du BI, ils ont été formés à plusieurs reprises. J'ai participé à beaucoup de sessions là, on reach out.
Reach out consiste pour les militaires qui sont déployés au front à avoir une interaction avec la population locale. Et aujourd'hui, allez voir ce que le BI est en train de faire. C'est des hôpitaux, par exemple, c'est le BI des routes, c'est le BI qui fait tout maintenant, là-bas. Et il y a une bonne coopération entre le BI et la population locale. Ça veut dire que les incidents sont rares. Donc, quelque chose peut se passer. Et quand vous savez que le militaire qui arrive sur le front vit des traumatismes, la population locale vit un traumatisme, il faut même dans le rendu, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui avec la façon de véhiculer ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas une animosité grave sur le terrain entre la population. Mais personne ne je le dit. Non, je ne parle pas de vous. Non, je ne parle pas de ce plateau. Je dis donc que les incidents, c'est tout à fait normal compte tenu des traumatismes que tout le monde vit. Oui. Et ces incidents, quand on regarde comment l'autorité administrative gère, comment est-ce que j'ai vu des responsables de la police militaire descendre sur le terrain, c'est-à-dire que les gens se parlent et sur un incident, on résout beaucoup de problèmes. Il faut prendre ces incidents-là seulement dans le cadre de... c'est tout à fait normal. Donc il y a des gens sur le terrain. Donc je ne pense pas que on va stigmatiser. Je ne pense pas que l'armée est à l'extrême nord pour racketter. Je ne pense pas que la population est opposée à l'armée. Je crois que ils vont huiler les mécanismes sur le terrain pour que l'ennemi ne soit pas vu autrement qu'il est. Il y a un ennemi, tout le monde est là-bas pour combattre les assaillants. On n'est pas l'armée et la population ne sont pas là pour ce combat. Les deux font corps face à l'ennemi qui se trouve visiblement ailleurs. Hervé Emmanuel, comme Cyril Sambaka n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur la question, Cyril Sambaka, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé à l'extrême nord et surtout les réactions qui en ont découlé? Ce que je dois dire, c'est que nous avons suivi le reportage là tout à l'heure, et moi j'ai entendu le gouverneur de l'extrême nord en train de dire qu'ils ont présenté leurs condoléances, n'est-ce pas? Ça m'amène à penser que nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de cette situation. Et que, d'une part, ce que nous savons, c'est que quand le Cameroun est attaqué et que les forces armées sont en train d'aller repousser, voire éliminer les assaillants, les populations applaudissent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème entre les administrés et les populations. Ce qu'on demande tout simplement, c'est que l'administration fasse un effort, n'est-ce pas? Parce que tel que ça fonctionne dans le pays, ils ont tellement infantilisé les populations qu'aujourd'hui, ce mot revient. Il faut que, absolument, qu'ils se sentent partenaires, partie prenante. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, que à Maga, les gens aient incendié, je ne sais pas quelle les casernes militaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement, mais je sais au moins une chose, c'est que le CPP de Kawala est bien représenté à Maga. Ah bon, donc, bien. Elle a probablement des informations c'est pour ça que, nous n'avons pas. Moi, je préfère... Ça, je peux vous le garantir. Je ne pense pas qu'un homme de... politique aujourd'hui peut se permettre de dire un certain nombre de choses s'il n'a pas des éléments. Maintenant, d'un autre côté, il faut dire que nos forces armées sont en train de batailler. Nous les félicitons tous les jours, mais nous sommes quand même au Cameroun, l'un des premiers pays corrompus au monde, n'est-ce pas? Et où la corruption touche du haut en bas, n'est-ce pas? Et tous les corps de... Maintenant, est-ce que ce n'est pas une chance formidable que les Camerounais se mettent avec l'administration, les populations avec l'administration, avec l'armée, pour rebâtir un Cameroun plus juste, plus humain. Parce que nous qui faisons de la politique, nous qui sommes dans les partis politiques de l'opposition, nous voyons un peu comment est-ce que l'administration se comporte avec nous. C'est comme si nous étions des étrangers dans le pays. Donc il est important que nous sachions qu'à Maga, il s'est déroulé quelque chose. Le gouverneur a présenté ses condoléances, a mis une commission d'enquête en place, et on ne peut pas se permettre de dire que ces populations-là détestent leur pays ou détestent leur armée. C'est pas possible. Il s'est passé quelque chose, ça va se régler. Alors, monsieur Hervé Emmanuel, est-ce que tout ce climat de discorde ne favorise pas plutôt Boko Haram? Madame, il n'y a pas de climat de discorde. Je voulais expliquer quelque chose parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais il faut que je l'explique.
En matière de doctrine de déploiement des forces, l'armée camerounaise a une doctrine parfaite parmi les doctrines comme les armées du monde, comme Denis vous l'a expliqué. Nos militaires qui sont là-bas sont des professionnels, ils sont rompus à l'action. Que de temps en temps, il peut y avoir une brebis galeuse qui est perdue, soit pour des raisons quelconques, commettre un acte contraire à la doctrine de nos forces de défense, c'est quelque chose qui peut arriver et que nous condamnons. Maintenant, moi, je voulais dénoncer une chose. C'est qu'au cœur de ce qui nous arrive, et pour des raisons qui leur sont, je dirais même, congénitales, il y a des responsables, que ce soit dans la presse, la politique, les partis politiques, qui, sous couvert de droits de l'homme, remettent en cause tout un ensemble. Tu permets que je parle? Je vais citer les faits. Je vais citer. Tu permets que je parle. C'est cette arrogance qui fait en sorte de non. C'est arrogant. En quoi c'est arrogant? Tu n'as rien à me permettre. Tu ne me permets rien. Je n'accepte pas que tu mettes en doute mon patriotisme parce que je suis patriote. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Tu te calmes. Je ne parle pas de toi, Alex. Je ne parle pas. Moi, je revendique. Si tu te reconnais dedans, tant pis, mais je ne parle pas de toi. Sur ce plateau, je suis le seul à avoir revendiqué mon statut de défenseur de droits. Non, ça n'arrive rarement de le revendiquer. Je ne peux pas accepter que tu as l'habitude de répondre aux questions avant qu'on les pose. Mais c'est pas toi qui poses la question. Madame, dans la situation que nous avons, il y a quelque chose d'agaçant puisqu'on ne me laisse pas parler. D'accord? Vous avez vu les Américains en Irak, vous connaissez l'affaire Abu Ghraib. La prison d'Abu Ghraib. Ce n'était pas la doctrine de l'armée américaine. Mais c'était un abus qui a été sanctionné. C'était un abus qui a été sanctionné. Arrêtez. Vous êtes toujours en train de prendre les histoires qui se font ailleurs pour faire croire que parce qu'ils ont fait, nous si c'est chez nous, on ne doit pas en parler. On en parle. Vous aurez la parole. Ça a été sanctionné. Monsieur Alex Gustave, vous m'aurez dit que c'était Alex Azebazé que je ne venais pas. Parce qu'il répond aux questions que je ne m'ai pas encore posées. Madame, je vous dis que la doctrine de déploiement de nos forces exclut les actes, et particulièrement vis-à-vis de la population, parce que notre armée est issue de notre population. Elle ne peut donc pas avoir un comportement d'une armée d'occupation. Vous comprenez? Donc il faut l'exclure. Maintenant qu'il y ait des faits divers, j'appelle cela des faits divers, c'est-à-dire un militaire qui, hors de sa caserne ou de son commandement, pose un acte qui est contraire aux droits de l'homme ou à autre chose, c'est condamnable. Maintenant, je vais dire quelque chose qui ne plaît pas à mon très vieil ami Alex, c'est que lorsque vous arrêtez un terroriste, les mouvements qui l'animent, donc qui ont sa sympathie, vous disent allez regarder ce terroriste à l'hôtel 5 étoiles au Hilton, parce que les droits de l'homme disent que vous ne pouvez pas les garder dans une cellule qui n'est pas éclairée. Lorsque vous prenez des mesures exceptionnelles pour des raisons de sécurité des troupes et même de la population, pour limiter les déplacements dans la ville, en disant que les déplacements en moto, qui est un véhicule très utilisé par le terrorisme, peuvent exposer les populations à la truite, il faut aller voir les droits de l'homme. Je dis non. C'est une méconnaissance de la situation là-bas. Alors, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que le CPP n'est pas une organisation d'administration territoire pour nous dire ce qui se passe. Ce sont des jeunes c'est un groupe d'individus qui contestent la limitation de la circulation de motos et avec certaines règles de prudence qu'on leur a données, qui ont décidé d'aller en découdre avec notre armée. Est-ce que le mouvement est provoqué par la mort d'un individu ou pas? C'est quelque chose qu'il faut regretter. Mais on ne peut pas attaquer un casernement de notre armée qui est dans une mission régalienne pour maintenir l'ordre. Et je vous dis une chose, avec des fleurs au fusil, on n'a pas stabilisé le monde. C'est avec la sécurité, c'est avec des règles de prudence qu'on stabilise le monde. Lui, il a été... Vous y allez un peu fort quand même. Non, moi, je l'ai étudié. Madame, c'est l'histoire. Je vous dis l'histoire de l'art de la guerre. Je ne fais pas le commentaire dans le commentaire. J'ai passé des années à étudier cela. Denis a été à Bakassi. Je regrette, s'il te plaît, c'est pas personnel. Hein. Sinon, je sais le devenir. Laisse-moi chuter. Chacun a sa formation. Chacun a sa formation. Très bien. Denis a été à Bakassi. Il a une expérience. Tu remarques que Hervé, ça fait 15 minutes qu'il parle du même sujet là. Vous chutez Madame, le sujet est tellement sérieux que je ne comprends pas l'attitude d'Alex. Denis a été à Bakassi. Oui, et alors? Plus que nous tous ici, il peut vous dire dans quelles conditions certains de nos militaires ont été assassinés. Il peut vous dire dans quelles conditions des simples négligences militaires peuvent entraîner des actes irréparables. Quand vous avez dans des familles, comme le jeune lieutenant Sonken, dont sa famille le pleure toujours,
à Tchang. Mon beau-frère. Voilà, je m'excuse de parler quelque chose qui te touche. Quand vous avez des familles comme ce jeune capitaine qui a été assassiné, vous prenez des mesures qui vont avec. Vous comprenez? Notre armée ne doit pas s'écarter des règles de la doctrine qui respecte les droits de l'homme, mais je refuse aux politiciens qui font de la réclame politique de venir accuser notre armée comme si c'était une armée de va-nu-pieds, de voyous ou une armée d'occupation. Ce qui s'est passé à Maga est inadmissible. On ne brûle pas une caserne. Vous comprenez? C'est tout. Ok. Voilà. Monsieur Hervé Emmanuel Combe. Est-ce que je peux... Oui, Alex, vas-y, raconte-nous tout. Le temps je ne nous raconte tient. Tu es au Reda, n'est-ce pas? Vous avez Vraiment, fait partie le en colonel une minute, Ongene en prétextant qu'il avait gardé en arrestation des gars qui n'étaient pas dans une chambre d'hôtel. Hervé Emmanuel Combe, merci. En une minute rapidement. Le ministre de la Communication, puisque tu reviens sur cette question. Le ministre de la Communication du Cameroun, du gouvernement dont tu fais partie. Non, je soutiens. Oui. Je ne sais pas si on m'a nommé tu es tout à membre du l'heure. parti au pouvoir. Non, tu es membre du parti au pouvoir. Oui, tout c'est la majorité au et je gouvernement. l'assume. C'est la majorité au gouvernement. Le ministre de la gouvernement Communication de ce gouvernement a confirmé sur tous les points. Quoi? La seule différence, c'était le nombre de victimes de cet incident que tu viens de rappeler. Quoi, le ministre de la Communication a parlé. Oui, il a parlé de 25. Il a parlé de 25 morts. Nous, nos informations étaient à l'époque d'une quarantaine. Nous ne sommes pas... Le ministre de la Communication les a confirmés. Donc, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Alex. Mais je voulais dire, s'il te plaît, je voulais dire, et il s'agit de l'incident de décembre, ce n'est pas d'un incident qui date d'hier. Je voulais dire que il ne viendra jamais à un organe républicain, et nous le sommes. Malheureusement, vous n'êtes pas républicain. S'il vous plaît. Vous êtes financé par l'étranger. Mais Hervé, le gouvernement camerounais est financé par l'étranger. Vous êtes financé par l'étranger. Mais les Américains, les Européens viennent de donner 32 milliards au gouvernement camerounais. À un État, pas des bien individus. entendu. Vous êtes des groupes Puisque vous d'individus. dites que nous sommes financés par l'étranger, je n'ai pas à m'en Vous êtes défendre. comme tous ces journalistes qui défilent parce qu'on leur a donné alors, C'est l'argent. quand même incroyable. Hervé comme. Oui, Alex. Alex. Je t'en prie. Tout à l'heure, je disais une chose. Et je n'ai pas l'habitude de réagir comme ça sur un plateau de télévision. Tu n'effraieras personne, surtout pas des gens comme nous, qui depuis au moins 25 ans, nous n'avons pas gagné de notre vie en comment je le dis, en courant dans les couloirs. Tout le monde est comme toi. Hervé, on se connaît suffisamment pour que je n'accepte pas que tu dis ça. Mais quand je finis de dire ça, je n'accepte... Non, il n'est pas... Il n'est aucunement de nos intentions. Et moi, je m'aligne sur ce que le président Sambaka a dit. Oui. C'est-à-dire que, quand il y a un incident, il est important que personne ne vienne jouer au juge. Ma position est la suivante. Parce que je suis un défenseur des droits humains, je dis, la seule institution à laquelle... S'il vous plaît, la seule institution à laquelle je fais confiance quand il y a un incident, c'est la justice. Et tant que la justice ne nous aura pas dit exactement ce qui s'est passé, toutes les déclarations que... Et tu as applaudi la loi Je vous en prie. Donc il faut qu'on en arrive là. Malheureusement, dans ce pays, depuis que cette menace a commencé, je ne connais pas un seul cas, je dis bien un seul cas, où les présumés terroristes ou personnes arrêtées sont passés devant un tribunal, on a instruit. Mais arrête ça, Hervé. Quand on arrête les gens, on fait quoi? Quand on arrête les gens, on fait quoi, Hervé? Quand on arrête les gens, on fait quoi? Transition et puis on passe à autre chose. Transition. Merci, monsieur. Opération Épervier, le tribunal criminel spécial vient encore de se faire entendre en nous disant son bilan à travers la condamnation de Charles Métoc, ancien directeur général de la SONARA, avec 129 dossiers d'enquête transmis au corps spécialisé d'officiers de police judiciaire du TCS. On a pu assister également à 146 condamnations de peine d'emprisonnement assorties d'amendes et de frais de justice. Alors, ma question est celle de savoir, Hervé Emmanuel Combe, avec le réaménagement du 2 octobre, est-ce qu'il y a des chances que le bilan du TCS alourdisse davantage? Ben, écoutez, si la criminalité économique, financière en col blanc continue, le TCS va se développer parallèlement. Vous savez, l'histoire de la criminalité, les bandits, si vous construisez des grands supermarchés dans une ville, plus il y a des lumières, plus ils viennent voler. D'abord, donc vous aussi, vous développez l'armée et les systèmes de défense qui vont. Je crois que là, on fait un buzz sur un sujet, je m'excuse, ça touche à la liberté des individus. Mais quand vous avez des avantages d'une fonction, assumez les conséquences de ces avantages. Alors, ces gens qui vivent au-dessus de leurs moyens,
certains n'ont même pas eu de fiche de paie avant d'accéder à des fonctions, et qui se découvrent être des milliardaires, alors que c'est le service public, c'est un sacerdoce. Mais je ne vais pas pleurer sur eux. Je regrette simplement ce spectacle que nous donnons, c'est-à-dire qu'il est dangereux maintenant d'avoir des fonctions si vous avez une prédestination de voleur, puisque vous finissez en prison. Donc, madame, c'est une politique, c'est-à-dire la sécurisation du trésor public, elle va continuer. Elle va continuer, quels que soient les développements architecturaux des prisons. D'ailleurs, je trouve que les prisons camerounaises n'ont pas été prévues pour ça. Il faudrait des nouvelles prisons, qu'on cesse de parler seulement sur le plan du discours, qu'on construise des vraies prisons. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger le gars qui a volé en mettant la main dans le sac d'une femme au quartier Congo avec quelqu'un qui a organisé un système pour qu'on ne construise ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les routes. Alors, vous voulez que je prenne la défense de qui, moi? Et jusque vous faites également le rapprochement, vous aussi, entre le réaménagement des prisons et puis le réaménagement ministériel du 2 octobre. Vous faites le rapprochement, vous aussi? Vous savez qu'il n'y a pas de prison à Douala, sauf l'endroit où le feu se signale tout le temps. Donc, à Kodengui, bien sûr. Non, c'est une maison d'arrêt, c'est pas une prison. Donc, oui. Je pense que ce serait bien, je veux dire, au-delà de ça, je veux dire que c'est un fait divers de parler des... Ça fait, moi, je suis journaliste, ça fait plus de 3 ans qu'on parle des prisons. On a déjà fait peut-être 100 000 nouvelles cellules si ça se faisait. Moi, je sors d'un pays, nous exigeons désertique, le Sénégal, où il y a trop d'échangeurs dans la ville, il y a trop de routes aujourd'hui, de nouvelles routes, et tout est en train de se construire. Ça ne se fait pas au Cameroun, pas parce que nous sommes un pays pauvre, mais parce qu'il y a des gens qui sont en train de s'enrichir de façon illicite. Donc, s'il faut que je dise un mot sur l'opération, la fameuse opération épervier, je souhaiterais qu'elle change d'option aujourd'hui pour s'intéresser à l'enrichissement illicite. C'est plus facile de démontrer que mon camarade Alex qui est là, qui n'est pas normal, qu'il ait 250 maisons. Alors qu'il n'est pas héritier. Alors qu'il n'est pas héritier d'un riche. C'est plus facile de démontrer cela. Si on l'avait fait, si on orientait cela vers l'enrichissement illicite, ce serait facile. Il y aurait plus de place parce que le corps du délit même serait retrouvé avant que les procédures ne soient en place. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Cameroun a eu la malchance de faire entrer en vigueur un nouveau code de procédure pénale et ça devient difficile pour tout le monde de fonctionner comme avant. Les juges, certains avocats, certains justiciables de se retrouver qui volent. Avec le nouveau code est quelque chose qui est difficile à l'État camerounais. Il faut aller à la guerre avec le code pénal. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, on vous a parlé de procédures. Il y a tellement de procédures aujourd'hui, et la seule chose qui manque le plus, ce sont les preuves qui manquent, et c'est ça qui fait que l'opération, qui est une opération loi, parce que je soutiens à 200% cette opération, je souhaiterais que tous ceux qui ont touché un seul franc aillent en prison, même sans jugement, si c'est établi qu'ils ont touché un franc. Non, sauf qu'il faut qu'ils ont touché. Non, mais il dit qu'il faut aller à la guerre avec le code pénal. Si on fait l'arrêtement illicite, si on combat l'arrêtement illicite, on aurait, je crois que au moins tous les ministres camerounais iraient en prison si on parle d'enrichissement illicite, parce que... Seulement les ministres. Mais au moins. Mais justement, ils sont toujours inculpés pour faute de gestion. Ça va de pair, faute de gestion et enrichissement illicite. Voyez-vous, on ne peut pas parler d'enrichissement et autres sans parler même de comment fonctionne l'administration camerounaise. L'administration camerounaise n'arrive pas déjà à partir de son budget de pouvoir réaliser ce qu'ils ont préprogrammé. Voyez-vous, maintenant, à côté de cela, le clientélisme et autres, moi je vous mets au défi que si on va contrôler tous les ordonnateurs de recettes et dépenses au Cameroun, on va tous les mettre en prison. Presque. Parce que c'est ce système-là qu'il faut tuer. Vous voyez, il y en a qui, aujourd'hui, on nous dit, se cachent à l'hôpital. Ben, nous, on pense qu'ils sont malades, mais ceux qui doivent leur permettre d'aller se soigner à l'étranger bloquent la procédure. Donc, vous voyez, on a l'impression que c'est des règlements de compte. C'est ça qui ne fait pas tache d'huile. Parce que ce que nous devons faire aujourd'hui pour enrayer cela, c'est qu'on doit mettre la transparence. Et Hervé le sait. Il sait très bien que si on veut résoudre le problème de la corruption ou de l'atténuer, on met des mécanismes et des méthodes de travail en place qui vont limiter véritablement cela.
Mais ceux qui gouvernent aujourd'hui se disent que, bon, on m'a nommé, je vais prendre ma part de gâteau, je vais voir. Ils commencent à réfléchir. Et comme les Camerounais sont très très forts dans la réflexion, ils trouvent des nouvelles méthodes pour frauder. Ils ne pensent pas que la récréation est terminée. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nos populations aujourd'hui. Non, ils se disent non, il faut que je trouve des nouvelles méthodes pour qu'on ne m'attrape pas vite. Et comme ça prend du temps, 10 ans et autres, peut-être que je ne serai même plus là. Absolument. Donc, vous voyez, avec ce climat, on a l'impression que rien ne se fait, ça continue. Et ceux qu'on vient de nommer s'organisent pour qu'ils puissent avoir... C'est la concurrence des milliards. On se demande ce qu'ils vont faire avec ces milliards, alors que les populations souffrent. C'est voilà la situation dans laquelle nous sommes. Les nouvelles prisons, les nouvelles cellules qu'on aménage montrent encore montrent à suffisance que il y a différentes classes de prisonniers. Ceux qui ont beaucoup volé doivent vivre dans l'opulence. Oui, ils doivent dormir dans des climatiseurs. Les amis, vous êtes dans le même parti ensemble. Ceux qui ont fait des petits raquettes, ils doivent croupir sous la gale et autres. Voilà. Allez, Justin, vas-y, rapidement sur la question avant que... Non, je pensais que la corruption, la meilleure arme contre la corruption, c'est la prévention. Oui. Les histoires de répression, où c'est les gens qui prétendent opprimer, c'est les premiers corrompus, ça nous pose un sérieux problème. Les meilleures institutions de répression qui ont été développées ailleurs, c'est des mécanismes à la fois d'audit et de contrôle de gestion. Est-ce qu'ils fonctionnent au Cameroun? Nous avons créé dans nos institutions, des structures comme la NIF, comme l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés, mais il faut les actualiser, leur donner les moyens de faire le travail de contrôle a priori et le contrôle a posteriori pour justement de la gestion publique. Tant qu'on ne le fait pas, si on pense que c'est les juges camerounais qui vont régler le problème de la corruption, moi je vous dis que j'en doute. Et dans une interview que j'ai accordée à un monsieur nous avons dit... Tu as dit qu'il faut aller à la guerre avec le code pénal. C'est ce que je retiens de ton le code pénal, c'est une loi camerounaise. Quand on prend une loi, il faut la respecter. Messieurs, l'émission est terminée. Merci je parle du code procédure pénale. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Dès dimanche prochain, retrouver Dora et Bois. Bon dimanche à tous. Second edition of Forum on Investment and Competitiveness in Cameroon from 10 to 15 November 2015 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Presentation Consultancy Firm Mon Communicateur. Contact 242-607849.